Je voyais cette journée de manière assez libre. J'ai beaucoup d'images que je peux vous montrer. J'ai un diaporama qui est assez vaste de mon travail et de mon parcours, qui commence d'ailleurs aussi par des espèces d'influences, enfin, ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé avant d'être artiste ou pendant que je commençais à l'être. J'ai décidé de montrer ça, ce que je ne montre pas d'habitude quand je fais des interventions où je montre spécifiquement mon travail, mais là ça me semblait intéressant face à des étudiants de partir, de commencer là où vous en êtes vous aujourd'hui, c'est-à-dire au moment de l'apprentissage. Alors moi j'ai pas fait l'université, j'ai pas fait la fac, je suis pas du tout un universitaire, vous allez voir à travers ma présentation aussi, qui est pas calibrée, qui va déborder, qui va faire comme elle peut. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à intervenir, à lever la main, à m'interrompre. Sinon, je peux faire le flow continu, hein, c'est possible, mais ce n'est pas forcément le plus souhaitable. Donc, je vais improviser aussi pas mal. J'ai fait une école d'art, et j'ai fait une école d'art avec une double formation. Elle vient de le dire, Anne, j'ai aussi appris ce métier, mais au-delà du métier, toute la réflexion qu'il y a autour de la restauration d'œuvres d'art, et j'ai été restaurateur de peinture, on va dire, au sens large. Ce qui a d'ailleurs amené parfois dans des discussions, dans des fins de soirée, pas mal de quiproquos. Quand je disais que j'étais restaurateur, au bout de 2 heures de discussion arrosée, la personne me demandait si j'aimais bien manger. Et ça a produit des choses étonnantes comme ça. Alors non, ce n'est pas de la nourriture dont il s'agit, sauf que vous le verrez cet après-midi, j'ai prévu de vous parler aussi des matériaux de la peinture et qu'on bidouille un peu à partir de matériaux pour faire une présentation très, très immergée dans la matière aussi. J'aime bien osciller des enjeux, des notions apportées, des questions artistiques au sens vaste du terme, et osciller par ma réflexion par la matière. Ça part aussi beaucoup de la matière, de la matérialité, de ce que j'appelle moi les grammaires de la peinture, c'est-à-dire c'est quoi ce truc, c'est quoi cette matière, comment on la fabrique, comment elle réagit, et ça peut amener à des pièces. Par exemple là, je vous ai mis discrètement une vidéo au mur qui est extrêmement sobre. Alors je vois que l'écran là, la couleur est vraiment pas bonne, elle était meilleure sur les écrans latéraux. C'est une pièce dont je pourrais vous parler tout à l'heure, mais puisque je l'ai mis, je peux commencer là-dessus, ça fera une introduction à ce que je viens de dire. C'est une vidéo qui a été montrée quelques fois dans des expositions, qui est une vidéo très lente, extrêmement sobre, hein, pas du tout, c'est pas du grand cinéma, mais ça convoque une histoire de travelling. C'est ce champ grisé comme ça, gris bleuté, qui est colonisé progressivement par un espèce de nuage qui va progressivement envahir tout le champ comme un grand travelling. Et ça convoque des images parce que la plupart des gens qui regardent ça, alors il faut avoir envie de s'y poser. En général, je mets un fauteuil en face, une vidéo contemplative, on peut y passer du temps. C'est assez beau sur des très grands écrans, il faut qu'il y ait peu de lumière, qu'il y ait une belle projection. Et les gens ont la sensation, le sentiment de regarder un paysage, un nuage qui se déplace et d'être dans cette attention-là au monde. Sauf que la réalité de ce que j'ai filmé moi, c'est que j'ai filmé un monochrome gris grand comme ça en train de sécher, en mettant un ventilateur hors champ et qui produit un contraste, un bichrome entre la teinte de la couleur humide et la teinte de la couleur sèche. Le nuage étant la couleur sèche sur cette image et le fond pseudo-ciel comme ça étant la couleur humide. Et vous comprendrez plus tard dans des autres pièces que je vais vous montrer que ce décalage qui est entre la peinture humide et la peinture sèche, qui est un non-sujet, hein, on va dire, on n'a pas beaucoup de pièces qui parlent de ça. Et moi, ça m'a amusé, puisque je m'intéresse aux grammaires de la peinture, et aux images aussi, même si j'en fais pas toujours.
ça m'a interrogé d'interroger cette grammaire-là qui était la peinture qui sèche. Ce décalage entre ces deux couleurs, il fait le sujet de cette pièce-là, de cette petite pièce modeste, de cette vidéo, mais il est par ailleurs, dans certaines pièces, un problème. C'est-à-dire sur des enjeux de couleur, peinture dans l'espace, où la couleur doit être d'une grande enjeu, où la couleur doit être d'une grande précision, le décalage entre la peinture sèche et la peinture humide doit être anticipé pour tomber juste sur ma couleur. Vous allez comprendre plus tard de quoi il s'agit. Oui, je vous en prie. Je voudrais vous demander, cette vidéo que vous avez filmée, vous l'avez filmée en temps réel, sur la durée et le durée du séchage. C'est ça. Séchage. Oui. Ou c'est une vidéo qui a été ensuite accélérée? Non, c'est en temps réel. Ok, merci. C'est en temps réel et c'est une chose qui est... Donc voilà, là, c'est une des images du milieu de la vidéo. La question de l'artifice, elle va revenir quelquefois. J'essaye de m'ancrer vraiment sur... je crois que la totalité de mon travail est une réflexion sur le réel, justement. Ma famille historique, c'est plutôt Courbet ou Rembrandt ou Caravage. C'est plutôt, là, je vais vous montrer une image, par exemple, de Van Eyck. C'est plutôt des gens qui viennent du classicisme de la peinture et qui pensent l'espace, qui essayent d'attraper le réel par les moyens qui ont pu être les leurs en fonction des époques. C'est plus ça qu'une... Parfois, on a confondu mon travail avec des enjeux d'art optique ou de choses comme ça. Sur certaines pièces, il peut y avoir la confusion, mais ce n'est pas ma famille. Ma famille, c'est plutôt le peintre qui se plante devant un motif, qui se plante devant un modèle, ou qui veut représenter ou amener une réalité et qui se pose la question de qu'est-ce qu'il a à disposition pour pouvoir le faire. Alors il y a eu plein de façons de faire ça dans l'histoire, hein, vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc pour commencer, j'avais envie de vous mettre 2-3 images des choses que j'avais regardées et mon travail était un peu des réponses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait nous, jeunes artistes, ou à l'époque j'étais étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire après tout ça, quoi. C'est quand même sacrément compliqué de prétendre prendre des pinceaux et de se dire ah bah tiens, je vais passer après Van Eyck, quoi. C'est quand même, ça fout une charge sur les épaules qui est pénible. Ou Matisse, ou Malevich. Donc là, je vous montre des choses qui sont en apparence très différentes, mais qui sont des choses que j'ai regardées, que j'ai compris ou pas d'ailleurs partiellement. Hein. Moi, je ne prétends pas avoir une culture précise, historienne, universitaire. J'y allais avec mon regard direct, parfois naïf, parfois renseigné, mais et je tiens encore d'ailleurs à garder cette chose-là, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le regard sensible qui est posé là-dessus. Ce carré noir de Malevich, il m'a obsédé et j'ai jamais su pourquoi. Aussi par l'importance qu'il a dans l'histoire. Alors il y a des gens qui savent expliquer ça très bien. Moi je pourrais essayer, mais je ne le ferai sans doute pas très bien. Mais par contre, son existence à côté de ça ou à côté de ça, avec une espèce d'équivalence dans les degrés d'importance dans l'histoire, c'est quelque chose qui m'a obsédé. Et je me disais, mais moi, si je fais le moindre truc derrière, je ne peux pas faire comme si l'un des trois n'avait pas existé. Et en même temps, c'est une sacrée difficulté. Donc j'ai essayé modestement de tenter des petites choses en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous remarquez quand même que que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est des espaces. C'est des représentations de l'espace. Alors, il y en a une qui est dans une espèce de virtuosité de la représentation de la profondeur, avec des détails infinis, un arrière-plan, des montagnes, un ciel, et des premiers plans, des détails. Il y en a une autre qui se veut prendre en compte le plan du tableau, le fait que tout ça soit écrasé sur une surface, donc la modernité est passée par là, il y a un renversement. Puis il y en a une autre qui joue l'espèce d'absolu de ce truc-là, qui considère la surface comme une surface réelle aussi, alors que
Là, est-ce qu'on est dans une surface réelle? Je ne sais pas. Moi, restaurateur qui bossait avec des œuvres comme ça dans les mains, oui, c'était une surface réelle. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y avait un trou, s'il y avait une écaille qui tombe, je pouvais le prendre dans les mains, le retourner, voir son dos, sa matière, son poids. Donc ça devenait concret, cette histoire-là. Ce n'était pas une espèce de virtualité de l'image. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a pesé dans ma réflexion. On a tendance à voir beaucoup les choses sur des images, aller voir les choses en vrai. Enfin, je veux dire, les choses, elles ont une corporalité, un espace, une dimension. Et c'est pour moi un non-sens total que d'appréhender les œuvres en général, la peinture en particulier, autrement que par leur rencontre frontale et physique. Donc voilà, je rêvasse un peu avec vous sur ce qui a planté le décor de ma réflexion. Après, j'ai découvert pendant mes études, alors j'étais à Avignon, il y avait la collection Lambert à côté, je participais avec quelques étudiants à des montages de wall painting de Sol Lewitt avec ses assistants. Vous connaissez Sol Lewitt. Alors, à un moment, il y a quelqu'un qui me dit on peut mettre de la peinture partout sur les murs et on rentrerait dans la peinture. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Parce qu'il y a un peu ce fantasme-là. Moi, je commençais à travailler, je représentais des choses, je faisais de la peinture plutôt figurative, plutôt sur modèle. Et d'un coup, enfin pas d'un coup, mais quand on représente un espace, c'est un espace qui est une représentation qui est d'une certaine manière factice. Et ça pose un problème quand on questionne le réel et qu'on représente quelque chose de factice. Enfin, moi, ça m'a posé un problème. Je me suis posé la question comment je pouvais envisager de faire en sorte que cette chose ne soit pas complètement factice. Et avec ce fantasme sous-jacent qui est, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le tableau? Qu'est-ce que ça voudrait dire que de rentrer dans le tableau? Et d'un coup, Sol Lewitt me dit, on peut en tout cas mettre de la couleur partout autour et rentrer physiquement dans un espace qui fait office. Alors il appelle ça wall painting, mais quand c'est sur les 4 murs, ça te prend quand même un peu aux tripes. Et en tout cas, tu es physiquement à l'intérieur. Donc c'était déjà quelque chose qui m'a interpellé. Mais en même temps, ça ne me convenait pas complètement parce que j'y voyais pas une réponse à d'autres éléments que j'avais pu observer. Pour vous dire aussi que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts d'Avignon, j'étais l'élève de Carlos Cusnir. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre, cet artiste, qui est pour moi quelqu'un de très très important dans la peinture française aujourd'hui. Donc vous voyez un exemple ici, qui n'est pas du tout de ma génération, hein, mais quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui a fait ça ou qui a fait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il se permet des déplacements, des espaces comme on le voit là. Alors on navigue à l'intérieur, on voit les dos des peintures, ce qui n'est pas récurrent dans l'art. C'est à l'échelle du corps, ça questionne beaucoup de choses. Là, il y a un objet qui fait référent, donc qui est du réel, qui a été fonctionnel, qui à un moment devient un motif, qui est posé sur la peinture. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment... j'ai rien compris au début à ces choses-là. Mais par contre, j'étais très interpellé. Je vous répète ce que j'ai dit, j'approchais tout ça de manière sensible et pas de manière trop intellectuelle, même si il m'arrivait de réfléchir aussi, je ne dis pas le contraire. Mais bon. Et j'étais aussi l'élève de l'étudiant de Jean Lobe, qui est quelqu'un que j'aime aussi beaucoup, qui est moins dans l'immensité de l'espace, qui fait des toutes petites choses. C'est une espèce de Richard Tuttle à la française. Je ne sais pas si vous connaissez ces références-là dans la peinture. Richard Tuttle, c'est un peintre américain que j'aime beaucoup aussi. Et lui, il fait des petites choses très très simples. Là, par exemple, c'était une exposition où je l'avais aidé quand j'étais étudiant. Il a fait une vingtaine de chambres, de boîtes de chambres, qu'on voit là en haut à gauche sur l'image. Et en fait, c'était comme 20 expositions où les gens pouvaient prendre l'exposition dans la main et regarder par un trou. Et à l'intérieur, on voyait ce genre de choses qui est en haut à droite, c'est-à-dire des espaces dans lesquels on plongeait complètement. Des espaces, celui-là est relativement réaliste, mais il y en avait qui étaient très abstraits, qui sont des jeux de plans, de couleurs, avec des fentes comme ça qui incorporaient la lumière. Vous voyez le dispositif, l'exposition, c'était des tables comme ça, avec 2 lampes, et on pouvait prendre les objets et jouer avec les lampes, parce qu'il y avait quelques trous dans les boîtes qui permettaient de faire entrer de la lumière et de rentrer dans ces espaces infinis. C'était une autre réponse à comment on pouvait rentrer là-dedans. Alors on y rentre par l'œil,
mais on ferme notre œil, donc on a une sensation immersive qui n'est pas moins grande que dans Sol Lewitt, hein. Pourtant c'est grand comme ça, hein. Donc la question de l'échelle aussi, d'un coup, se posait autrement dans mon esprit. Voilà, où il peut faire ce genre de choses qui fonctionnent autrement. Ce n'est pas des boîtes dans lesquelles on rentre, c'est des choses très simples, qui apparemment sans prétention, mais il avait une capacité à parler aussi de la couleur et de la matière et de la matité et des enjeux comme ça qui étaient tellement profonds que ça m'a aussi beaucoup fasciné. Ça, c'est des pièces qui autrement accrochent la lumière. On en parlera plus tard aussi. Mais c'est des objets qui sont peints, un peu faits de briques et de broc, mais de fait, comme ils sont... c'est pas une surface plane, c'est une surface cabossée, une surface en volume. La lumière agit différemment sur eux et du coup, elle vient interférer. Et ça devient le sujet aussi. Comment on va faire répondre la façon naturelle dont l'objet prend la lumière avec la couleur qu'on va appliquer dessus. C'est un peu là-dessus que je voudrais qu'on travaille aussi cet après-midi. Donc ça, c'est pour ce que j'ai regardé. Après, moi, comme Anne vous a dit, j'ai fait cette première partie de mes études en restauration et j'ai fait cette double formation où j'étais à la fois diplômé de restauration d'œuvres d'art et à la fois diplômé d'une école d'art en tant que plasticien. Avant de rentrer dans l'école d'art, avant de rentrer dans la formation de restauration, je me suis attelé à faire 2-3 copies. Alors, je me suis retrouvé dans des musées à faire des copies d'œuvres classiques. Ça, c'était une petite copie d'un tableau de Ingres. Et je le gardais parce que, enfin, je le montre là, je le montre très rarement. Je vous le montre en tant qu'étudiant aussi pour vous montrer un parcours. Et en fait, bon, ça a des intérêts hein, de regarder la peinture classique, de comprendre comment ça se monte, comment c'est foutu. Mais là, si je montre celui-là, c'est parce que j'ai eu un moment de plaisir, une espèce de jubilation qu'on a parfois dans le travail et qu'on n'a pas toujours. Au moment où j'ai fait cette épaule-là, il y a un truc qui s'est passé. D'un coup, j'ai compris, à un moment d'une touche de peinture, que mon œil croyait à un volume auquel il ne croyait pas à la touche d'avant. C'est une expérience assez sensible, là aussi. Alors, c'est ce qu'on appelle peut-être le leurre de l'image, on en parlait hier. Il y a différents degrés dans le leurre de l'image. Il y a des images qu'on comprend, mais qui ne font pas office de leurre au sens presque du trompe-l'œil. On n'a pas l'impression que ça sort du tableau. Et d'autres où on a l'impression que ça sort du tableau. Et là, j'étais sur un corps, une espèce de représentation assez plate, et d'un coup, il y a une ou deux touches sur le bras qui ont créé une rotondité de l'épaule et qui m'ont donné la sensation que ça sortait. Et là, je me suis dit, mince, alors, jusqu'où ça va cette histoire de sensation? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est dans l'œil? Est-ce que c'est le cerveau qui d'un coup se fait bluffer par une chose, ou est-ce que juste ça ressemble à un truc qu'on connaît, donc on va y croire? Enfin, ça a dépassé un degré. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, c'est un peu... Après, j'ai fait des portraits, j'ai fait des choses comme ça, qui sont devenues un peu aussi d'après-photo. Donc la question de la photo, c'est incluse dans le travail. Puis, j'ai fait un mémoire en tant que restaurateur, dans la partie restauration de mes études, sur le portrait de Dorian Gray, que vous avez sans doute lu. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vivement à le lire. Qu'est-ce que c'est le portrait de Dorian Gray? Donc c'est Oscar Wilde, on est en 1890-91. C'est l'histoire d'un tableau qui est plus réel que son modèle. Donc la question du réel et de sa représentation, c'est incrusté très très fortement dans ma réflexion. J'ai passé 2 ans à travailler sur le portrait de Dorian Gray, à plein d'endroits différents, à un endroit de la philosophie, à un endroit de l'esthétique, à un endroit de l'histoire de la littérature et de la littérature sombre du 19e, qui vient convoquer aussi des dualités comme Dr Jekyll et Mr Hyde, le bon, le mauvais, les deux faces de l'homme, toutes ces choses-là. Dorian Gray, vous savez, c'est un jeune homme beau. Bon, ça cachait aussi chez Wilde toute une histoire autour de l'homosexualité qui était interdite. Il a été en prison d'ailleurs suite à ce bouquin. Donc, je ne vais pas trop développer là parce que ça serait un sujet en soi. Mais
moi, ce que j'ai retenu de Dorian Gray, c'est cette chose du réel et de la représentation. C'est cette chose du réel et de la représentation. Quand est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est plus réel? Est-ce que la représentation est plus réelle que le réel? C'est un peu ce qui est posé dans ce roman. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Dorian, le personnage, il est admiré pour sa beauté, il ne vieillit plus. Vous savez, il fait un pacte avec le diable d'une certaine manière, c'est une espèce de Faust moderne. Et lui ne vieillit plus, mais son tableau non seulement vieillit, mais prend toutes les aspérités de sa cruauté, de sa violence sur lui-même. Donc qu'est-ce que dit Wilde? Il nous dit, l'art c'est la vie, c'est les prémices de ça. Il nous dit, l'art, là, l'œuvre d'art devient plus réelle que le réel. C'est l'œuvre qui se met à vivre, c'est elle qui prend les aspérités de la vie sur sa corporalité, au sens de la peau du tableau, de la peau de la couche picturale, qui se déforme comme si elle avait son propre vieillissement. Je vous rappelle que je faisais de la restauration. Hein. C'est pas complètement par hasard qu'on parle de ça. Et ce personnage, qui est l'être vivant, lui, est figé et admiré pour sa beauté, comme une œuvre d'art, éternellement figée, comme est supposé l'être une œuvre d'art dans les fantasmes de l'Occident, qui considère que les œuvres doivent être éternelles dans un certain endroit. Ce qui est un grand fantasme, hein. Quand on est restaurateur, on voit bien que ça ne marche pas comme ça. Mais, donc j'ai travaillé là-dessus et je suis parti à Chicago. En fait, j'ai essayé de retrouver le portrait du film d'Albert Lewin. Ça, c'est une photo du film d'Albert Lewin qui a été fait à Hollywood en 1944. Et j'ai fait des recherches. J'ai fait ça en 2000. Non, 2002, 2003. Il n'y avait pas d'infos là-dessus sur Internet à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est blindé. Hein, il y a beaucoup de choses. Mais il n'y avait pas d'infos sur Internet. Donc j'ai fait des recherches par ailleurs pour essayer de trouver des informations sur cet artiste. Et je suis allé à Chicago retrouver cette œuvre qui a été peinte par un vrai artiste qui s'appelle Ivan Albright, qui est un artiste du réalisme magique américain, qui est un ovni du monde de la peinture de cette période-là. Et ce tableau était rangé à côté de beaux petits paysages de la même époque et de belles petites natures mortes de la même époque. Et il ne savait pas quoi en faire parce que c'était un ovni dans l'histoire de l'art. Donc une partie de mon mémoire a consisté à essayer de comprendre le statut de cet objet et à proposer une restauration indirectement qui passait par un dispositif. Je outrepassais sans doute mon rôle de restaurateur de l'époque et ça m'a permis d'entrer aussi dans des questions de dispositif et d'en faire finalement un travail artistique plus tard avec mon propre travail. Voilà un détail très croustillant du tableau qui est un peu en surenchère. Hein. Ce n'est pas le tableau le plus fin qu'il ait fait. Il est un peu, ça s'apparente là à un décor de cinéma. Mais il a des qualités colorées. Il y a tout un travail sur l'image rémanente qui a été fait, que je ne vais pas développer là, mais qui est assez passionnant aussi. Bon, voilà, un champ de ce qui m'a occupé l'esprit. Et en fait, je vous montre tout ça pour que vous compreniez que ce qui vient après, c'est ce dans quoi j'ai baigné pendant quelques années. Et que même si plastiquement, visuellement, c'est très différent ce que je vais produire, ça a été imprégné de ces questions-là, du réel et de sa représentation, et de la question de rentrer dans le tableau et de ces choses-là. Et j'ai fait aussi j'ai bossé un peu en Égypte en tant que restaurateur les 2 années qui ont suivi mon diplôme, jusqu'à abandonner complètement la restauration et devenir uniquement plasticien. Et là, je vous ai mis quelques images des chantiers archéologiques. Et là, on est en train de faire la restauration de la salle hypostyle du Ramesséum, du temple de Ramsès II à Luxor, où on travaille sur la polychromie des chapiteaux. On ne se rend pas compte hein, quand on connaît nos petits chapiteaux romans, mais ça c'est au moins 12 mètres linéaires si on le met à plat de fresques, ces chapiteaux. C'est très impressionnant. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la tombe de Néfertari, qui était fermée au public, qui est une des plus belles tombes de la vallée des Reines. Et là, j'ai eu cette fascination de l'immersion dans la couleur et dans la peinture, pour des œuvres qui n'étaient pas données au regard. Ça m'a aussi beaucoup questionné.
je découvrais Sol Lewitt et ce genre de wall painting quelques années avant, et là je vois des propositions de peinture murale qui datent de 1500 ans plus tôt. Et en termes de sensation d'immersion dans la couleur, c'était très très fort. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a eu vraiment une expérience impressionnante. Surtout quand on sait que c'était des pièces qui n'étaient pas faites pour notre regard. Cette question-là du regard, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui est donné à voir et qu'est-ce qui n'est pas donné à voir? Ces pièces-là n'étaient, enfin ces pièces, c'est même pas le bon terme, mais ces peintures-là n'étaient pas faites pour le regard humain en tout cas. Et d'ailleurs, il se trouve qu'elles étaient interdites au public aussi dans la vallée des Rennes parce qu'elles étaient trop précieuses et que celles-ci n'étaient pas accessibles. Et moi, j'ai eu la chance par mon boulot de l'époque de pouvoir y avoir accès. Donc j'étais seule dedans, avec le directeur de l'égyptologie du coin et le préfet qui faisait leur visite officielle. Et moi, je me suis caché dans un coin. Et donc c'était aussi une expérience intéressante. Donc voilà un peu le décor dans lequel je suis arrivé. Et j'ai commencé, alors j'ai continué des je vais passer plus vite parce que là je vais aller plus vers les pièces tardives. J'ai fait des portraits comme ça, j'ai beaucoup regardé Cézanne, l'histoire de revenir au modèle le plus simple qui soit et se confronter à ce réel-là et d'en faire quelque chose. Ça m'a interpellé aussi énormément. Une des premières pièces, une des premières séries que j'ai fait, c'était, je l'ai mis après Cézanne parce que sans doute il y avait un écho à ça. J'essayais de me donner des espèces de consignes, un peu des petits protocoles de peinture. Là, j'ai fait une série de représentations de noix. Alors, c'était sans doute un écho lointain à la pomme de Cézanne. Je me disais, représenter une noix en un seul coup de pinceau. Donc, j'ai pris des spalters grands comme ça. Donc, essayer de représenter la noix. Je l'avais sous les yeux. Hein. Il y avait une confrontation au modèle, à la matérialité, à ce glissement du pinceau. Représenter une noix en un seul coup de pinceau. Alors, ça ne marche jamais. Hein. C'est pour ça qu'on recommence. Ça produit des choses qui ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on prétend observer. Puis il y avait des gens comme Toroni, par exemple, avec ses traces de Toroni, qui m'obsédaient aussi. Je trouvais ça très chiant comme peinture, et en même temps, je trouvais ça fascinant que ça prenne autant de place. Et j'étais un peu coincé dans ce truc, mais il y a un truc important là-dessous, et en même temps, ça m'embête un peu. Et en même temps, j'avais envie de répondre à ça. Alors là, j'ai fait un Toroni à la noix. Voilà, Toroni, vous connaissez, hein, c'est cette trace, pinceau numéro 50. Et donc là, moi, j'ai pris un pinceau numéro 1 et j'ai essayé de rester dans la marge qui m'était autorisée par le Toroni. On a commencé à répondre à des pièces comme ça, mais c'est des pièces d'étudiants, hein, c'est des jeux en fait, mais qui me permettaient de poser les bases des endroits que j'avais envie d'explorer dans ma réflexion. Puis j'ai fait cette peinture qui commençait à être plus personnelle. Pareil, pinceau numéro 50. Je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être l'unité de la représentation. Si je faisais un trait comme ça en peinture, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Et donc ça a donné cette espèce de brin d'herbe qui est démultiplié à l'infini, où j'étais complètement dans une démarche purement abstraite de répétition d'un geste à l'infini pendant des semaines et des semaines, dans tous les sens. Et en même temps, je cachais une image derrière ce geste répétitif. Et cette image, c'est un espèce de carré d'herbe qui en fait se voit de manière hyper réaliste. Donc j'étais coincé entre Richter et Pollock. Enfin, je me sentais dans un truc comme ça. Bon, vous comprenez un peu ce que je veux vous raconter. Hein. Et c'est des pièces tout ça, c'est des pièces que j'ai peu montrées après, qui sont plus un parcours que des œuvres matures, assumées, on va dire, mais quand même, c'était des moments importants. Et là, par exemple, il y avait une espèce d'empreinte dans ce brin d'herbe, parce qu'il y a quelques lumières qui rentrent, et c'était un jeu aussi, on n'est pas obligé de le savoir, mais ça aurait pu être l'empreinte du corps de la femme du déjeuner sur l'herbe de Manet.
Si vous regardez le tableau, elle est assise sur le côté, elle a une main là, un pied là, et sa jambe, c'était comme un rendez-vous manqué, c'était comme un tableau témoin d'un rendez-vous manqué, avec une bande noire aussi, enfin une bande en noir et blanc, qui renvoyait à l'image photographique aussi, qui était pas loin, et en même temps c'était pas du tout d'après photo ce travail-là, c'était vraiment un travail de répétition de la touche. Donc c'est des pièces un peu hybrides. Et là, l'expression du manque, du vide laissé par ce corps manquant, et l'expression de la trace, où je travaille aussi, je ne vous ai pas parlé de la matérialité et de la technique, mais les noix, par exemple, c'est fait avec un mélange de tempéra, d'œuf et de brou de noix, parce que je voulais cette couleur du brou de noix qui renvoyait à la noix elle-même, mais aussi du glissement, du gras de la tempéra. Donc ça, c'est des choses dont on pourra parler cet après-midi, comment fabriquer son matériau pour l'amener exactement là où on veut, et pas se contenter du tube d'acrylique qui fait toujours la même chose et où on est un peu coincé avec ça. Là, par exemple, c'est une grande aquarelle, mais qui est sur un panneau mélaminé blanc. C'est l'anti-technique. Il n'y a aucun artiste, aucun technicien qui vous dira de faire de l'aquarelle sur du mélaminé blanc. Ça ne tient pas normalement. Je me suis arrangé pour que ça tienne. J'ai fait de la bidouille pour que ça puisse fonctionner. Mais surtout, ça me permettait de faire fondre la matière et que chacune des traces vient faire fondre la couche picturale. Donc je ne monte jamais en épaisseur et la lumière est amenée par le blanc. Tout ce qui est plus clair, c'est le blanc du support. Donc plus j'avance, plus je creuse dans le support et plus je fais ressortir le support. Vous voyez, j'oscille entre des choses plus intellectuelles, des enjeux de la peinture, et des choses plus matérielles, du choix, on pourrait appeler technique, mais du choix matériel qui va me permettre d'aboutir à ça. Et donc la question du retrait, c'est une pièce que j'avais appelée retrait d'ailleurs, du retrait de la matière, se rejoue par le retrait du corps manquant. Et la question du corps manquant et du manque ressenti, pas dans la tête, parce qu'on voit qu'il y a un trou et donc il y a comme une empreinte qui serait littérale. Ça, c'est littéral. Mais la question du manque plus sensoriel, j'ai essayé de le jouer avec cette bande-là. C'est-à-dire que c'est une bande qu'on ne repère pas quand on regarde la peinture, la bande sombre, et pourtant l'œil est gêné. C'est comme si la substance avait été absorbée, le chlorophylle, le vert, la couleur, l'identité de la peinture avait été absorbée, et donc on ressent visuellement et physiquement à un endroit de cette image quelque chose de l'ordre du manque, mais pas par la narration de l'image, mais par la dissolution de la couleur. Et ça se ressent dans l'œil. Donc c'était aussi une question de jusqu'à quand on est dans une image qui représente et qui dit quelque chose, et à partir de quand on est dans une proposition qui fait sentir la chose par le corps. Bon, ça, je vais passer assez vite. C'est des espèces de lenticulaires que j'ai fait sur des serviettes éponges, en travaillant dans une orientation de l'épaisseur de la toile qui n'était pas une vraie toile. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, je ne connais pas le mot lenticulaire, vous avez dit lenticulaire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, le lenticulaire, vous savez, c'est ces cartes qu'on voit parfois. Parfois, c'est des cartes postales qui bougent, qui changent d'image. Vous voyez, ça s'appelle un lenticulaire. C'est un petit jeu optique parce que la surface est striée. Et en fait, l'image qui est imprimée en dessous, elle est assez complexe. Et selon l'angle dans lequel on le voit, elle va refléter pas exactement la même chose. Donc, on a une sensation de mouvement à un endroit, à un moment. Et moi, j'avais envie de... La question de la présence et l'absence, l'image représentant quelque chose d'absent, toujours, j'avais envie de faire des images qui posent des questions de dissolution, de disparition à ce moment-là. Et ça, c'était une première expérience, aussi à la fin de mes études. Et j'ai tendu une serviette éponge, vous savez, les serviettes avec lesquelles on s'essuie le corps, et sur un châssis, et je l'ai imprégné de liant acrylique, et j'ai figé la surface pour que ça fasse des petits picots. Je voulais une surface qui ne soit pas lisse, mais une surface qui soit complètement granuleuse, avec des petits picots.
et j'ai peint dans une orientation avec mon pinceau, toujours dans le même sens. Et dans l'autre sens, j'ai peint en gris. Ce qui fait que quand on voit la peinture frontalement, on est face à cette espèce de matière granuleuse avec une image partielle. Il se trouve que c'est un portrait du grand-père qui est dans la photo de Tracing Faces, de la pièce qu'on va voir plus tard, donc d'avant la guerre, qui regarde son bras et ce tableau. Et du coup, de face, on y voit une image partielle, une image un peu effacée, et selon comment on se déplace dans l'espace, ça c'est un détail, mais d'un côté on ne voit plus rien, ça n'est que gris, et de l'autre côté on voit totalement l'image. Ça fait comme un lenticulaire où l'image ne se voit pas pareil selon la frontalité avec laquelle on regarde la peinture. Voilà. Alors là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, du travail que j'assume davantage comme des pièces abouties. Et ça rejoint la présentation qu'on a faite hier. Je vais vous montrer, donc ça c'est une prise de vue d'une installation qui a fait la transition entre la période où je faisais des tableaux et la période où j'ai essayé de commencer à rentrer dans l'espace réel et de parler de l'image ou de la peinture en dehors du tableau. Et je vais vous montrer un tout petit film qui est un petit film qui est un petit document vidéo, hein, qui n'a pas de prétention d'art vidéo. Hein. La pièce dont je viens de vous parler a été détruite. C'était une installation qui a été détruite. Donc ce qui me reste de ça, c'est quelques images et ce petit document vidéo qui simule une visite de cet espace-là. Donc la personne avait d'abord accès à cet espace par un œil, ce qui l'amenait à penser cet espace comme un espace de représentation déjà. Elle rentre dans un espace, il n'y a pas de son, hein, je me permets de la commenter en même temps. Elle rentre dans un espace où il y a une seule ampoule, pas d'éclairage autre que cette seule ampoule au plafond, qui est une ampoule très, très forte. Il y avait 1000 watts. Et elle se retrouve dans un espace où elle-même est sous la lumière, elle a une ombre extrêmement forte, et elle est dans une étrangeté de la sensation de l'espace qu'elle a du mal à définir. Donc les gens ne savent pas où ils sont, ils se baladent dans cet espace. Donc vous voyez, il y avait une peinture, la peinture que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'avais volontairement pas mise au mur, mais que j'avais montrée dans sa matérialité décrochée, et pas en tant qu'œuvre à regarder. L'œuvre, c'était plus ça, c'était ce qu'il y avait autour. Et donc j'avais appelé ça le bureau, c'était un espace en latence comme ça. Et l'étrangeté vient du fait, elle ne le sait pas, c'est qu'aucun autre objet qu'elle, si je puis dire, ne produit d'ombre dans cet espace. Elle est dans un espace éclairé qui devrait produire des ombres et qui ne produit pas d'ombre. Elle est le témoin du réel parce qu'elle a une ombre et les autres objets n'ont pas d'ombre. La conséquence, c'est quand elle se déplace proche des ombres manquantes, elle fait apparaître, et c'est ce qu'elle est en train de découvrir au fur et à mesure de sa déambulation, elle fait apparaître dans sa propre ombre des apparitions de l'ombre manquante en lumière. Donc après, selon les individus, selon les regardeurs, les observateurs, il se passe un jeu avec l'espace. Certains veulent rester sur la sensation première, d'autres vont jouer à chercher les ombres manquantes. Il y a ceux qui essayent de comprendre le dispositif, ceux qui veulent le vivre juste pour ce qu'il est. Chacun est libre de vivre cet espace comme il veut. En tout cas, voilà, il y a un endroit comme ça, si je fais une pause, où les objets sont flottants ou incrustés dans le mur. En tout cas, il y a un hiatus, un schisme, je ne sais pas comment dire. Il y a un problème avec la profondeur de cet espace. Dans un dessin d'architecte, je crois que je disais ça hier, tant que c'est des traits et des lignes, c'est plat, et quand on commence à mettre des ombres, on donne des sensations de volume. Là, c'est l'inverse que j'ai produit, c'est-à-dire que j'ai effacé, on verra après comment, par la couleur, par la peinture, j'ai effacé les ombres de cet espace, les ombres portées. Du coup, les objets flottent, c'est ce cadre-là, j'ai décadré le tableau, le cadre il est posé à côté, il fonctionne comme un rectangle dont on a du mal à percevoir sa distance au mur, donc soit il est écrasé dans le mur,
Donc je vous ai montré tout à l'heure le Matisse, le papier découpé de Matisse ou l'atelier rouge de Matisse. C'est ces objets qui sont complètement écrasés dans le plan, et évidemment que j'y pensais à ça. Je pensais aux lettres de Van Gogh qui dit à son frère aussi j'ai peint ma chambre sans les ombres. Je pensais à ces clairs-obscurs de l'histoire de la peinture. Et en même temps, à ce moment-là, je m'étais libéré de tout ça. Je ne pensais plus à rien d'autre qu'à mon histoire. C'est aussi ça que je voulais vous dire. C'est qu'à un moment, on est très sous influence. Et je pense qu'on commence à rentrer dans son boulot quand on arrête ces influences. Quand on est, en tout cas, quand on s'en libère. Quand on peut aussi être libre de tout ça et commencer à rentrer dans ses propres expériences sans être trop enfermé dans des références parfois pesantes. Mais en même temps, voilà, il y a cette histoire de la profondeur qui traverse toute l'histoire de la peinture et que là, j'ai solutionné par le retrait de l'effacement de ces ombres portées. Et le rapport au corps du visiteur qui se fait lui le témoin de ce qui se passe et qui en fait lui-même est un grain de sable dans l'équilibre qui est proposé, un équilibre de la peinture, un équilibre de la lumière, un équilibre de la couleur. Et cet équilibre, il est perturbé par l'immersion du regardeur qui vient le rompre, il vient couper la lumière et c'est lui qui produit ces apparitions. Bon, le film est un peu didactique, là, il a la fonction juste de témoigner de cette expérience, oui. Pourquoi avoir choisi la couleur rouge dans cette pièce-là? Il y a un tas de... Alors, c'est une bonne question. Je ne voulais pas le faire en noir et blanc. Je voulais que ce soit un travail sur la couleur. J'aurais pu le travailler en valeur de noir et blanc et donc faire une espèce un peu grisé comme ça. Je voulais une valeur colorée. Je voulais que ça soit en même temps une couleur qui frappe, qui soit dense et profonde. Et en même temps, c'est une couleur qu'on a quand même déjà vue dans certains espaces. Donc l'étrangeté, elle est déjà en rentrant. Il y avait sans doute le clin d'œil à l'atelier rouge de Matisse aussi. Et puis après, il y a aussi l'expérimentation, c'est que j'ai fait beaucoup d'essais à l'atelier, parce que c'est facile de dire que j'ai effacé les ombres, mais vous allez voir que ça ne se fait pas comme ça, et qu'il y a un travail de couleur, et un très long travail de couleur. Et j'ai fait des essais de couleurs différentes, et il me fallait une valeur intermédiaire. Il me fallait une valeur qui soit assez sombre pour pouvoir éclairer, pour pouvoir atténuer la présence de ces ombres. Et ça fonctionnait assez bien avec le rouge. Donc c'est un espace, hier quelqu'un disait qu'il apparaissait déjà dans les images qu'il en reste, il apparaît un peu comme irréel, et de fait il l'est puisque c'est le réel qui est doublé de son image. Là je vous montre des photos de l'atelier au moment où j'ai fait ça, et de la réalisation. Ça c'est des choses que je ne montre pas d'habitude, hein, c'est le off on va dire, mais je m'adresse à des étudiants aussi et à la question du faire. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire les choses? Il faut s'y confronter. C'est bien beau d'analyser la chose finie, mais avant qu'elle soit finie, il faut la commencer. Donc je me suis plongé dans le rouge. Et pour moi, il fallait que, avant même que je place mes objets et que je rentre dans mon dispositif, il fallait que cette pièce rouge soit déjà un très grand monochrome, presque une pièce à la James Turrell, un endroit où quand on rentre, on soit déjà saisi par la couleur, d'où aussi le rouge. Et donc avant d'y poser les objets et d'y effacer les ombres, il y avait déjà comment je pourrais faire cette profondeur de la couleur dans laquelle je vais pouvoir rentrer. Et donc j'ai décidé de peindre au pistolet et pas au rouleau parce que je voulais une couleur très mate. Donc je suis parti d'une base achetée dans le commerce mais que j'ai enrichie de pigments, que j'ai transformé avec du liant, que j'ai matifié encore davantage, que j'ai appauvri en liant, en nourrissant de pigments. Ça c'est des choses dont on pourra parler cet après-midi.
parce que je voulais une couleur la plus mate possible. Après, j'ai fixé cette lumière. Il fallait que je choisisse où la mettre, parce que les ombres, il ne fallait pas qu'elles soient n'importe où, puisque c'était elle qui allait être le protagoniste. Puis j'ai fait des tests de coloration, donc il y en avait de partout. L'espace s'est transformé en atelier. Ça, c'est 2 mois de résidence. J'étais avec une assistante à l'époque. Et alors là, c'est marrant sa position, parce qu'il y a un problème quand on travaille sur les ombres. C'était le cas avec Éric Bournigo hier. À un moment, quand on travaille d'après des projections, bah, si on coupe la projection, on voit plus ce qu'on fait. Là, j'efface des ombres, mais si je me mets devant, je les vois plus. Donc, il fallait se contorsionner un peu dans tous les sens pour pouvoir non seulement la voir, mais aussi pas l'altérer, parce qu'une ombre, si on se met à côté, on fait réflecteur. Donc, si on a un pull rouge ou bleu, eh ben, ça transforme la couleur. Donc, tout ça, c'est des choses à préciser qui sont assez complexes. Donc, ça donne un sacré foutoir où progressivement les choses se font ou disparaissent, se défont. Et après, je vide ça et ça donne la pièce que vous avez vue. Une autre chose que je ne montre pas d'habitude, c'est le démontage. Mes murs étaient rouges, mais après, ils ont été... Donc vous avez compris, j'ai effacé ces ombres. Dans ce rouge très profond, très, très haut en valeur, très, très, très sombre d'une certaine façon, je me suis laissé une marge d'éclaircissement. C'est ça, là c'est le démontage, là il n'y a plus les tables. Donc en fait j'ai représenté toute la pièce sous l'angle de l'ampoule par le prisme des ombres, en effaçant les ombres, c'est-à-dire en les éclaircissant, jusqu'à ce qu'à l'œil, l'ombre plus le clair se voit comme le mur sans rien. C'est une éclipse, c'est marrant, il y a une éclipse aujourd'hui, il y a une éclipse de soleil, je ne sais pas si vous avez entendu, entre 11h et 13h. Donc, au moment où je vous parle, il y a une éclipse de soleil qui est en train de se faire. Et je vous assure, ce n'est pas moi qui l'ai commandité. Mais ça m'amuse parce que ce travail est un travail sur l'éclipse. Alors, elle n'est que partielle ici. Hein. Ça va s'assombrir légèrement, mais on va rester dans le jour. Elle est à 100% dans le nord du monde. Donc, ce jeu d'éclipse, qui est à 100% là, c'est la réalité de cet espace. Et j'englobe dans la réalité l'ombre portée. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Mais là, vous avez aussi l'image. C'est-à-dire que vous avez la représentation de la pièce. La preuve en est que quand j'enlève les objets, ils sont tous là représentés dans l'espace. Donc il y a une superposition du réel et de sa représentation. Mais un endroit d'intimité tel que les deux s'éclipsent et que ce qui en ressort, ce n'est pas du réel, mais ce n'est pas non plus que de l'image. Et c'est cette étrangeté, et ça a été ma réponse à comment rentrer dans le tableau. Sol Lewitt me donnait des indices en mettant de la peinture autour de moi, mais en même temps, moi j'avais envie de rentrer plus dans le réel comme représentation, et il me fallait enlever au réel quelque chose pour l'amener du côté de la représentation. Et l'ombre portée, c'est retrouvé comme étant la chose peut-être la plus juste à retirer au réel. D'abord parce que j'ai une prise sur elle, c'est pas rien. L'ombre portée, c'est déjà un aplat coloré. Les impressionnistes nous l'ont appris, les ombres ne sont pas noires, c'est un aplat coloré. Donc elle est quelque part déjà du côté de l'image. Et en même temps, elle est intrinsèquement du côté du réel. La littérature nous apprend que quand il n'y a pas d'ombre, c'est les fantômes, c'est les vampires, ils n'ont pas d'ombre, pas de reflet. C'est des choses qui ne sont pas là, qui sont là et pas là, qui sont mortes et vivantes à la fois. Le fantôme, il n'a pas d'ombre parce que la lumière lui passe à travers. Donc on le voit, il est présent, mais il est aussi absent, il est ailleurs, la lumière lui passe à travers. Et pour moi, ça, c'est le statut de l'image, la présence et l'absence. Quand on voit une image, ça vous met en présence une chose qui n'est pas là, donc c'est un fantôme. Et c'est de ces choses-là dont j'avais envie de parler. Donc, l'ombre portée, ça a été le trait d'union entre le monde réel, la condition d'existence du réel, et en même temps quelque chose qui est déjà dans la représentation, vu que c'est la première chose qu'on représente quand on veut représenter le réel. Donc
extraire cette ombre, créer cet entre-deux, et créer surtout cet écrasement du réel, puisqu'on n'a plus la distance derrière l'objet qui est mesurable par l'ombre portée, et donc visuellement et physiquement, on ressentait un trouble qui est pour moi le trouble de l'image ou le trouble de rentrer dans la peinture. C'était ce trouble que je cherchais. Donc voilà pour cette pièce, je vais passer un peu vite. Donc elle a été, comme vous l'avez compris, un point de départ important. Elle a été présentée au château de Servières à Marseille, qui aujourd'hui sont les organisateurs du Salon du dessin Paris-Idoli. Peut-être vous connaissez qu'il y a un salon du dessin important à Marseille qui a lieu fin août, début septembre tous les ans. Et c'est un lieu d'exposition. Et moi, c'est aussi des lieux de résidence, les ateliers de la ville de Marseille, où j'ai été pendant 2 ans titulaire des ateliers de la ville. C'est un centre d'art, c'est un bel espace d'exposition. Ça peut être un peu indigeste, hein, tout ce que je vous raconte. Enfin, indigeste, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut être un peu dense, pour le moins, parce que je convoque pas mal de choses, mais en même temps, j'essaie aussi de convoquer une espèce d'épure dans le travail, c'est-à-dire que malgré toutes les couches qu'il peut y avoir derrière, à la fin, quand vous le voyez, il n'y a plus grand-chose à voir. Et c'est ce plus grand-chose qui m'intéresse. Mais pour vous dire aussi que je ne veux pas trop vous assommer, hein, je peux continuer comme ça longtemps, j'en ai d'autres derrière, mais n'hésitez pas à me ralentir, à me sortir aussi, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce qui vient d'être développé? Simplement que je trouve déjà très admirable ce que vous avez fait pour tout ce travail, pour arriver à effacer une ombre, et pour vraiment une connaissance de la couleur et tout, ça m'a surpris pour la pièce du bureau. C'est vraiment un sujet qui me paraît très intéressant. Cet effacement, je trouve vraiment très intéressant. Je vous remercie quand même de partager et de nous expliquer, et aussi de nous montrer ces photos avant et après qui nous expliquent aussi et nous arrivent à faire comprendre mieux aussi vos travaux. Enfin, je suis un peu impressionnée. Je me suis interrogé parfois sur cette question d'être impressionné. C'est un mot que j'aime beaucoup. En même temps, c'est compliqué parce que il y a un endroit aussi qui n'est pas simple parfois dans mon travail. C'est pas évident des pièces qui peuvent être trop perçues comme un espèce de tour de passe-passe ou un truc comme ça m'intéresse pas trop non plus. Et je ne veux pas glisser là-dedans. Et je sais que parfois il y a des pièces que j'ai proposées qui ont pu être vues comme ça, et j'essaye moi d'être en retenue. Là je parle beaucoup et tout, mais cette pièce-là, en fait, l'idéal aurait été qu'elle soit là à côté, dans la pièce à côté, que je vous laisse passer un quart d'heure dedans et qu'ensuite on en discute simplement. Là je mets des mots dessus parce qu'elle n'est plus là et que je parle de son absence. Et d'une certaine manière, tout mon travail est un travail sur l'absence, donc il y a une certaine logique à ce que les pièces disparaissent aussi. Commercialement, je ne vous le conseille pas, hein, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est leur raison d'être. Mais le mot impressionné que vous venez de prononcer, on impressionne une pellicule photosensible. Donc il y a une relation à l'image aussi dans la question de l'impression. C'est presque la couleur rémanente dans l'œil quand on ferme les yeux. L'œil est impressionné, c'est les bâtonnets, la rétine qui impressionne une empreinte dans les nerfs, dans les cellules optiques de l'œil. Et c'est la même chose dans un papier photographique qui vient s'impressionner. Donc je prends votre commentaire sous cet angle-là aussi. Enfin, j'ai envie de le prendre sous cet angle-là aussi. Et effectivement, vous parliez du travail qu'il a fallu pour faire cette chose-là en termes de picturalité. Moi, j'ai affirmé haut et fort que je restais un peintre et que j'étais un peintre
en faisant une pièce comme ça, et d'ailleurs la plupart des autres après aussi. Et je me suis toujours positionné en tant que peintre. Et ça a été aussi des conflits parfois avec certaines personnes qui... Là, je me souviens, dans l'installation du bureau, quelqu'un qui me disait « Mais non, mais c'est pas de la peinture, ça c'est de l'installation, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas de la peinture. » Je dis « Mais c'est pas du tableau. Ça convoque le tableau, mais c'est de la peinture. » Et je trouve qu'il y a un amalgame qui est fait. Vous êtes aussi de l'université, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. Mais il y a encore beaucoup dans les expositions qui prétendent montrer la peinture aujourd'hui, la peinture d'aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a un total amalgame de la peinture avec le tableau. Et j'adore les tableaux. Hein. Il y a beaucoup de peintres très importants aujourd'hui en France et dans le monde qui font du tableau et qui sont des grands artistes et des grands peintres. Mais par contre, je suis parfois un peu étonné et agacé par le fait qu'on une espèce de simplicité comme ça qui consiste à assimiler le tableau à la peinture, comme si toute la peinture se concentrait dans le tableau. C'est archi faux. Il y a des millions de contre-exemples. Mais peut-être qu'il y a ceux qui font du tableau ont une peur d'être mis à mal, je ne sais pas, mais quand il y a des expositions qui affirment « I do painting », on monte du tableau. Et ça, je ne comprends pas. Parce que moi, pour répondre à cette personne qui me disait « c'est pas du tableau », je dis « mais c'est pas de la peinture ». Il ne me dit pas « c'est pas du tableau », il me dit « c'est pas de la peinture ». Je dis « oui, mais si vous voulez », sauf que moi, je viens de passer 1 mois et demi dans cet espace avec mes pinceaux, avec mes couleurs, et à batailler avec la lumière et la couleur. Donc vous appelez ça comme vous voulez. L'objet n'est pas un objet tableau commercialisable, mais moi, je me suis confronté à la peinture comme jamais avec mes tableaux d'avant. Bon, c'est la seule réponse que je pouvais faire. Après, on en pense ce qu'on veut. Hein. Parce qu'on a une marge de tolérance quand tu fais n'importe quel tableau coloré, tu as une marge de tolérance sur la couleur. L'œil et le cerveau est très tolérant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il reconnaît à peu près la forme, il va s'y aimanter, et si l'ombre elle est un peu trop foncée, un peu trop claire, un peu trop machin, un peu trop cela, on va quand même croire à l'image. Avec plus ou moins de leurre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour l'épaule, mais on va quand même croire assez vite à l'image. Alors que là, j'avais pas une marge de manœuvre, j'avais pas de marge d'erreur en fait sur la question de la couleur. C'est-à-dire qu'à un moment, si je voulais effacer cette ombre, il fallait bien que je trouve ce que j'avais appelé moi à l'époque l'anticouleur, qui est un mot complètement inventé, qui est faussement scientifique. Mais la couleur placée dans l'ombre qui va effacer l'ombre, c'est pas sa complémentaire, c'est pas son négatif, c'est pas son je ne sais quoi, c'est une couleur plus claire, dégradée, parce qu'en plus tout ça n'est pas des aplats, hein, c'est une ombre, l'ombre d'un objet, elle est beaucoup plus foncée au pied de l'objet qu'1 mètre plus loin. Donc tout ça se dégrade aussi dans l'espace, elle se nuance. Donc c'est un jeu de nuances en fait. Et ça me fait la transition vers ce nuancier que je suis en train de vous montrer. Parce que cette pièce que j'ai fait, c'est beaucoup des résidences que je vais vous montrer. Cette résidence que j'ai fait qui a suivi l'expérience du bureau, j'étais imprégné de ce rapport à l'ombre et à la lumière d'une même matière. Je me suis retrouvé invité par une association qui s'appelle Voyons Voir, dans des vignobles, où je devais faire une exposition dans des vignobles en questionnant aussi le territoire. Et donc j'ai pris une série de photos, et dans ces photos, j'ai photoshopé juste à chaque fois un carré d'ombre et un carré de lumière sur une matière. Donc on est au pied de la Sainte-Victoire, c'est un peu écrasant par cette verticalité et le poids de Cézanne qui est pas loin. Et donc j'ai fait ces photos, à chaque fois c'est une matière, alors la minéralité de la montagne, le pelage du mouton, le métal, la terre, et à chaque fois c'est des paysages qui sont une matérialité qui est traversée par une ombre et une lumière. Et j'ai extrait une ombre et une lumière par Photoshop comme ça, ce qui me faisait des bichromes. Et de ces bichromes,
j'en ai fait un nuancier, qui était un petit carnet avec toutes ces couleurs. Et ensuite, j'ai utilisé ces couleurs que j'ai mises dans cette cuve à vin. Donc là, on est dans le chai, et dans, la cuve dans les cuves du lieu. Et dans la cuve elle-même, donc j'avais une fenêtre, une ouverture qui était comme un point de vue. Et j'ai fait cette installation qui se... Alors, le côté un peu avec la ligne qui renvoie peut-être à des choses un peu à la Georges Rousse, tout, c'est pas ce dont je me réclame le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne ferai pas ça comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en haut. C'est que les bois sont tous présentés sur leur tranche, avec une lumière latérale. On voit qu'ils ont tous une lumière à gauche, une ombre à droite. Et que la partie haute des bois se voit complètement plane. Et en fait, j'ai utilisé tous les bichromes que j'avais prélevés, ombre et lumière, et je les ai peints à l'inverse de la lumière ici. C'est-à-dire que j'ai essayé de reproduire ces couleurs. Et la couleur que j'avais prélevée de l'ombre, à chaque fois, je la mettais sur la face de la lumière. Et la couleur que j'avais prélevée dans la lumière, je la mettais sur la face de l'ombre. Alors, c'était une illusion que de croire qu'en prenant la photo avec ce fantasme de capturer le réel, en extrayant par Photoshop un aplat coloré, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai été à Leroy Merlin, je leur ai fait scanner mes petits carrés pour que la machine sorte la couleur, ce qui est une absurdité totale, hein. C'était un jeu purement cérébral, avec ce fantasme qui serait de partir du réel, d'en extraire une image, de l'image on extrait une couleur, des ombres et des lumières, et moi je remets à contrario ces couleurs dans un espace qui est de nouveau un espace réel, avec des bois réels, profonds, en volume, qui ont une épaisseur, et je voulais en reproduire une image, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur le plan de l'image, donc en mettant à l'inverse l'ombre et la lumière, pour annuler ces volumes. Alors, ça a marché, mais ça n'a pas marché avec les peintures faites par Leroy Merlin. Vous savez qu'ils prétendent, quand on scanne une couleur pour mettre dans sa salle de bain, ils prétendent que tu viens avec un échantillon et ils te sortent la couleur. En fait, ce que ne fait pas du tout la machine, c'est de fabriquer la couleur. La machine, elle va voir dans sa base de données ce qui ressemble le plus de ce qu'elle a déjà. Donc, en fait, je n'ai pas utilisé ces couleurs. Je suis sorti de ce fantasme de la chaîne logique de représentation qui tout serait fait par la machine, par une main extérieure, enfin par une technologie extérieure. Donc je suis revenu à mes bons vieux yeux et mains et j'ai fabriqué mes couleurs, et en partant des couleurs des bichromes prélevés, sauf qu'après je me suis confronté dans le chai à comment la lumière elle-même que j'avais placée réfléchissait la lumière, et j'ai repris ces bichromes en les précisant pour faire le travail que j'avais fait dans la chambre rouge, mais là, qui venait plus amener un dessin, des contours d'objets, qui venait plus être littéral dans une narration d'une déambulation d'un espace réel, mais qui était juste sur une idée de faire disparaître ces volumes, c'est-à-dire retirer l'ombre et la lumière, retirer l'ombre, non plus l'ombre portée de la narration de l'objet, mais retirer l'ombre propre du volume d'un objet. Donc ça a été cette première aventure qui a donné ensuite une série beaucoup plus longue que j'ai appelée les bifaces, c'est-à-dire ces objets-là qui sont, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'en dire autant, là c'est une sortie de résidence, mais finalement à l'atelier, j'ai repris ce travail, j'ai planté une lumière, j'ai fabriqué des objets anguleux et j'ai commencé à peindre des couleurs sur ces faces pour contrecarrer le volume que prenait cet objet. Alors, je pourrais le dire un peu autrement. Pardon. On part du principe que la peinture ou l'image est du côté du plan. Le plan, c'est une surface qu'on ne remet pas en question, qui est uniformément éclairée. Donc tout ce qui va se passer dans l'image se passe que dans l'image, et il n'y a pas d'interférence avec la réalité de l'endroit où se trouve l'image. Donc de la lumière, par exemple, dans laquelle cette image est plongée. En tout cas, il y a une uniformité.
Et donc j'avais envie, pour revenir dans l'espace, amener mes peintures dans l'espace réel, de leur opérer une cassure. C'est-à-dire que l'angle que j'ai choisi comme figure simple, c'est le plan du mur ou le plan du tableau qui est rompu et qui est peut-être l'unité première du volume. Le volume le plus simple, c'est l'angle. Après, il y a les volumes complexes, hein, mais le volume le plus simple, ce serait l'angle. Donc j'ai créé ces angles, au départ avec des toiles d'ailleurs, j'ai fait des châssis un peu complexes, très anguleux comme ça, et j'ai tendu des toiles, puis finalement je l'ai fait avec des panneaux de bois. Et c'est même pas des angles à 90, c'est des angles un peu plus resserrés. J'ai éclairé ces éléments par un grand néon vertical latéral qui fait que d'un côté, vous avez la lumière prise par le volume, de l'autre côté son ombre, et au départ la même chose en haut. Vous avez compris que ce volume continue jusqu'en haut exactement de la même façon. Et je me pose la question, comment je peux retourner au plan de l'image, au plan du tableau, celui que j'ai volontairement rompu, par la couleur. Et donc je vais poser une couleur dans la lumière, une autre couleur dans l'ombre, mais ces couleurs, il va falloir que je les contraste pour retourner au plan visuel de la représentation du plan. Ce qui implique que là, j'ai une couleur en fait extrêmement foncée et que là, j'ai une couleur en fait extrêmement claire. Mais je monte ces couleurs progressivement avec ce qu'on appelle dans la peinture classique des glacis ou des transparences, jusqu'à faire en sorte que ces deux couleurs, dans mon œil, se voient de la même façon, alors qu'elles sont fondamentalement différentes. Donc c'est pas un plan qui est en haut, c'est l'image d'un plan. Cette couleur qui est là-haut, elle n'existe pas en tant que telle. Elle existe dans mon œil, elle existe sur l'image, la photographie qui la capture, mais dans la réalité, elle n'existe pas. D'ailleurs, dans la réalité, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, vous voyez un truc écrasé, projeté sur un mur, mais dans la réalité, vous êtes face à l'objet réel. Et cette couleur du haut, vous ne la comprenez pas, elle vous apparaît comme une espèce de vert dépoli, l'œil passe complètement au travers, en même temps, il ne trouve pas bien la surface, en même temps, il le voit comme un plan. Donc c'est un monochrome visuel assez vivant, je ne sais pas comment dire ça, c'est pas peint en rouleau, là aussi. Et c'est ce trouble qui m'intéresse, qui met en présence simultanément donc la présence d'un objet, d'une forme, d'une densité, d'un corps saillant, et en même temps sa propre surdité, son propre effacement. Et donc simultanément, cet objet hybride met ces deux opposés en présence et en absence. Je pourrais dire que le bas est du côté du réel et du volume, le haut est du côté du plan et de l'image. Mais ça n'est qu'une image, ce n'est pas l'image d'un monochrome, c'est pas un monochrome, c'est l'image d'un monochrome, ou l'image d'un plan. Oui. Je voulais juste vous demander du coup d'enlever ta peinture pour que cela fonctionne. La peinture, elle est mate. Oui. Vous restez sur le mat. Oui, c'est très important pour ces pièces. C'est très important parce que quand on fait un vrai mat profond, on n'a accès qu'à la couleur. Si on fait une peinture qui est un peu satinée, on va très vite avoir accès au reflet. Et dans ces pièces-là, il faut que j'ai aucun reflet. C'était le cas aussi par rapport à la chambre rouge, parce que si jamais ça se voyait, si jamais ma peinture avait été trop satinée, les ombres seraient ressorties non pas par manque de justesse de la couleur, mais par manque de justesse de la matité. Je vais le dire autrement, par définition, l'ombre est mate. Ça, je vais pas. Tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas appris dans les bouquins, hein. C'est en faisant les choses que je me suis confronté à cette réalité-là. L'ombre est mate par définition, puisque ce qui fait la brillance, c'est la lumière. Et par définition, l'ombre, elle est privée, en tout cas partiellement, au moins partiellement, de la lumière.
donc oui, ça implique une grande matité. Ça, c'est au 104 à Paris. Donc ça, c'est le premier biface. Ça, c'est le deuxième qui a été présenté à l'exposition Jeune Création au 104 et où j'ai eu la chance de gagner le prix à Jeune Création de la résidence, et qui m'a permis d'aller en résidence à la Fondation Joseph et Annie Albers, qui est à côté de New York. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le travail de Joseph et Annie Albers. Je vous invite à aller voir ça. Joseph Albers était un prof au Bauhaus qui a fait beaucoup de tableaux de carrés dans des carrés qui est appelé des hommages au carré, homage to the square. Bref, ça a compté dans mon parcours, cette expo et ce qui en a suivi. Donc vous voyez que là encore, il y a un état d'équilibre, qui est un état d'équilibre de la couleur, de la lumière et de l'objet. La pièce, ce n'est pas l'objet. La pièce, c'est l'espace qui contient l'objet coloré et la lumière environnante. Ce qui pose aussi la question de la redéfinition de l'objet d'art en termes. Il y a plein de gens qui travaillent comme ça. Hein. Je ne prétends pas inventer quoi que ce soit, mais l'espace fait partie de la pièce à part entière. Et il y a un moment où le corps curieux, qui voit ça de loin, qui est surpris par cette couleur qu'il ne comprend pas, va avoir envie d'avancer. Et il y a un moment où fatalement, il va couper la lumière. Et en coupant la lumière, lui, il ne voit pas trop ce qu'il produit, si ce n'est qu'il se dit « Ah oui, en fait, c'était un volume ». Donc il y a ce moment du leurre de l'image, hein, de la surprise. Mais là, ce qu'on voit sur cette image, par exemple, c'est que ça révèle le bichrome. C'est la partie haute est extrêmement foncée, la partie gauche et la partie droite est extrêmement claire. Oui? Oui, du coup, je vais vous demander par rapport à ça, du coup, quand on va passer devant les lumières, on va se rendre compte de la surface du temps. Mais du coup, est-ce qu'à une certaine distance, même sans passer devant la lumière, on va quand même sentir, vu que c'est un équilibre non précis qu'il peut y avoir pour vraiment avoir la seule lumière, ça qu'en photo, là, on ne se rend pas compte. Mais en réalité, est-ce qu'il faut avoir vraiment une distance un peu précise pour qu'en fait l'illusion se crée? Ou vous, par exemple, quand vous le faites, est-ce que vous avez besoin de prendre beaucoup de recul pour avoir cette illusion des deux mêmes couleurs? Ou alors de près, on peut sentir quand même l'objet. De près ou de loin? Bah justement, est-ce que la distance, il faut être vraiment de loin pour avoir cette illusion, ou est-ce que de près, on va encore être troublé par cette couleur? Je n'arrive pas à me rendre compte. Est-ce que c'est sûr qu'on va passer devant la lumière, du coup il y a notre point qui va être sur l'objet. Mais si finalement on ne passe pas vraiment de la lumière, qu'on est quand même près de l'objet, est-ce qu'on a toujours cette illusion quand même de la couleur, ou on va ressentir quand même la lumière? En fait, de loin, il y a un doute, il y a un trouble. Et pour moi, la question du doute, elle est primordiale. Tout mon travail, je crois, est irrigué par cette question-là, puisque je vous disais en préambule que c'était un questionnement sur le réel. Et pour moi, le réel est lié au doute. En tout cas, je revendique cette posture du doute. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que le réel. Pour moi, c'est le truc sur lequel on se cogne, mais je ne saurais pas trop le définir avec une précision absolue. Donc il y a doute beaucoup, il y a doute dans l'image, il y a doute dans le réel, il y a doute dans la représentation. Et donc, quand on est de loin, on est aussi de face. Et comme je vous dis, ce n'est pas un aplat coloré fait au rouleau ou d'une seule couleur franc. C'est ce que c'est-à-dire la composante de cet espace et de ces deux couleurs et de cette lumière antagoniste. Et en fait, mettre sur un même plan la couleur matière de la peinture et la couleur lumière de l'éclairage, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les scientifiques ne savent pas faire ça, parce que ce n'est pas les mêmes primaires, la couleur matière et la couleur lumière, c'est pas la même chose. Donc
ce que j'essaie de faire là, c'est une chose qui n'est pas possible dans l'équation, sur le papier. Donc forcément, ça marche. Ça marche, mais il y a un endroit de doute. Ça marche sur une marge d'erreur de la perception humaine. Et c'est bien là que ça m'intéresse. C'est que ce n'est pas qu'une chose ou que autre chose, c'est les deux à la fois. Et la couleur s'en ressent, pour répondre à votre question. La couleur s'en ressent. Et je regrette de ne pas pouvoir vous en montrer un pour de vrai. C'est une sensation à la fois de profondeur et de planéité, à la fois de transparence et d'opacité. C'est cette sensation multiple de la couleur. Et je dois dire que pour un peintre, pour moi, c'était un moment d'excitation et de jubilation, un peu comme cette petite prémisse avec cette épaule dont je vous parlais. Au moment où j'ai, pour la première fois, monté des couleurs et vu qu'il se passait cet endroit du trouble, parce que ça m'amenait vers une définition d'un champ coloré que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais pu trouver sur ma palette. Et ça m'amenait un champ de la couleur ou de sensations colorées que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui m'a interpellé. Donc le trouble reste longtemps. Il est dévoilé sans forcément être compris quand on s'approche, mais il revient quand on recule. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui disparaît. Malgré tout, ça persiste. Et en fait, ce que j'ai pas dit le mot, mais pour moi, c'est aussi un fantôme. Hein. C'est un corps qui est là et à travers laquelle la lumière passe d'une certaine façon, puisque la surface, comme si elle n'arrêtait pas la lumière. Mais ce n'est pas un artifice de la lumière. Il y a des gens qui voient ça et me disent « Ah, comment tu as fait avec l'éclairage pour faire ça ?» Non, l'éclairage, je l'ai posé comme un préambule, comme un préalable plutôt. C'est l'éclairage qui révèle le réel, mais après, il s'agit de travailler la couleur pour contrecarrer cette chose-là et pour revenir au plan manquant d'une certaine façon. Ça, c'est ce que j'ai vendu, par exemple, cette pièce a été achetée par le FRAC Paccard, mais ça, c'est ce que j'ai vendu. Mais ça, c'est pas la pièce. Ça, c'est les matériaux qui constituent l'œuvre. Mais c'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un moment de montage aussi. Et d'ailleurs, selon où elle est montrée, s'il y a d'autres lumières parasites, il faut le réaccorder. La question de l'accord est aussi quelque chose qui est central dans ce travail sur les bifaces. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le point d'équilibre qui était celui de l'atelier au moment où ça s'est fait. Donc on va jouer sur le réflecteur qui va renvoyer un peu de lumière, on va jouer sur des choses périphériques. Et ça s'accorde comme on accorderait un instrument de musique. Il y a un continuum du son comme il y a un continuum de la couleur et de la lumière, et je trouve que la relation, le terme d'accorder va bien avec ce type de pièce qui nécessite d'être remis dans des conditions d'équilibre précaires. Bon, ça c'est le châssis. J'en ai fait une série de bifaces en boîte, des petits comme ça, qui ont leur propre lumière. Ça c'est les ébauches de l'atelier qui sont des recherches colorées. Je passe assez vite dessus. Bon, ça c'est différentes expositions. Voilà, ça se présente sous ces formes-là. Bon, je vais passer assez vite parce que vous avez compris comment ça fonctionne. Mais sachez que c'est quand même une expérience du corps, une expérience de l'œil et une expérience de la sensation de présence et d'absence. Et ça passe que par l'expérience et que c'est une aberration totale de les montrer par des images comme ça, mais c'est quand même bien pratique. Donc je vous ai dit, le bichrome, les bifaces, c'était l'idée de passer du plan du tableau vers l'angle, la cassure, l'unité première du volume, donc le volume simple. Et il y a eu un moment de cette période-là, une espèce de confusion. Ça a été perçu par certaines personnes comme proposition d'art optique. Et moi, ça ne me convenait pas parce que je vous ai montré d'où venait ma famille d'adoption et que ce qui alors, ça ne me convient pas, on reçoit les pièces comme on veut, hein. Mais en tout cas, ce n'était pas mon intention première, même si ça en passait par une histoire de l'œil à un moment,
paraphraser quelqu'un. Et j'ai eu envie de faire la tentative. J'ai été invité en 2013 sur Marseille, capitale européenne de la culture, en 2013, au château d'Avignon, à participer à une exposition. Et j'ai proposé une autre pièce qui était une transposition de ça sur un volume complexe pour affirmer jusqu'au bout la question du fantôme. Là où ici, on est sur une esthétique de l'art minimal, mais qui quand même peut se voir comme un fantôme. On a compris pourquoi. L'image, la présence, l'absence. J'ai transposé cette histoire-là sur un volume complexe. Je vais passer assez vite là-dessus, mais ça c'est une pièce qui s'appelait L'Hôte, l'hôte négatif, dont le pendant était l'hôte positif. Il y avait deux hôtes dans ce château qui étaient à l'effigie du propriétaire du château au 19e. Et ça se voyait dans les caves, là encore. C'est souvent des grottes, des endroits sombres. C'est des endroits d'émergence de l'image. Vous savez que pour créer une image en une caméra obscura, il faut priver de lumière pour gérer la lumière comme on la veut, avec un point seulement. Et c'est ça qui crée l'image. Et il se trouve que ces pièces-là nécessitent pas d'interférence lumineuse extérieure, et donc elles se sont souvent retrouvées dans des endroits sombres. C'est pas étonnant vu ce qu'elle raconte de l'émergence de l'image d'une certaine façon. Donc ça, c'est ce volume complexe qui est comme un buste 19e qui prend la lumière, sur lequel j'ai aussi effacé la surface en nuançant sa surface, mais au lieu de le faire en bichrome, avec les glacis dont je vous parlais tout à l'heure, on trouvait deux aplats qui se correspondent, qui se complètent parfaitement. J'ai nuancé la surface et ça a opéré comme les bichromes, comme les bifaces, avec une sensation de vide de ce corps. Ça devenait une espèce de silhouette d'avatar Facebook neutre, sans identité, de pure silhouette, de pur fantôme. Et j'étais parti de cette photo-là. C'est la seule image qu'il y avait de ce bonhomme, Louis Noilly-Prat, qui a fait Les Spiritueux d'ailleurs. Et c'était le propriétaire au 19e. Et c'était marrant parce que dans ce château, il était omniprésent et il y avait une pauvre photo de lui à l'entrée, mais tout le monde parlait que de lui. C'était un mec génial qui avait inventé plein de choses dans ce château d'Avignon, Bon, et il habitait tellement ce lieu, tout en n'étant pas là, j'avais envie de rejouer cette sensation que j'avais eue de sa présence fantomatique. Et ça avait donné cet hôte-là, là, la personne coupe la lumière et fait apparaître ce volume. Et vous voyez qu'il apparaît bizarrement, il apparaît un peu comme des lumières inversées, parce qu'en fait, j'ai dessiné d'une certaine manière, j'ai dessiné sur sa surface son opposé à la lumière, presque son négatif. Et donc il passait du volume au plan, de sa présence à l'absence, et même révélé, il se présentait comme une ombre de lui-même d'une certaine façon. Donc ça s'est fait par des nuances. Voilà, là, c'est des photos encore que je ne montre pas, qui sont les photos d'étape où progressivement, je retire de l'information au réel. Hein. Au lieu de peindre la représentation de ce bonhomme sur le tableau, au lieu de peindre le plan sur l'image des bichromes, au lieu de représenter un volume, pardon, je vais le dire plus simplement, le tableau classique consiste à représenter un volume sur un plan, pour le dire très vite, une sensation de profondeur sur le plan. Les bifaces, c'était comme la volonté de représenter quelque chose de l'ordre du plan, de l'image, de la représentation du plan, sur le volume réel. Et donc là, il y avait un peu cette idée-là aussi. Bon, je vais passer vite sur la réalisation. J'ai passé beaucoup de temps à... Parce que en fait, c'est moi qui ai sculpté Je me suis improvisé sculpteur 19e, ça m'amusait beaucoup aussi, de me replacer dans le temps du bonhomme pour faire son buste à son effigie comme il aurait pu être fait à l'époque. Il avait un côté très Sigmund Freud, avec cette grande barbe et ses moustaches. Et ce qui était marrant, c'est que le jeu, c'était aussi ces moustaches saillantes qui partaient vers l'avant, que dans son effacement, elles n'existent plus, ça soit un avatar complètement neutre. Donc c'est un jeu de passer du volume au plan. Donc pour ça, je suis parti de
je suis parti de cette photo qui est un plan, une image d'archive. J'ai fabriqué un volume, comme si j'étais dans cette époque-là, mais du plan, je suis passé au volume. Et ce volume, je l'ai éclairé, installé, repeint pour revenir au plan. Donc il y avait comme un aller-retour des statuts de l'image, en fait, et des statuts du réel, et des statuts de la statue, là, presque. Enfin, il y avait un truc amusant dans ce jeu de circulation. Et voilà, ça c'est l'hôte négatif dans sa boîte avant de l'amener. Donc vous voyez c'est celui qui est à gauche. Une fois qu'il sera mis dans sa lumière, il va perdre son volume, il sera en complémentarité de sa lumière. Et à droite, c'est l'hôte positif, qui est un autre procédé, mais je crois que je n'ai pas le temps de le développer là. Et là, je vais aller aussi très vite. C'est une installation que j'ai faite au Vietnam, où j'ai voulu... Je venais de faire le buste là, et je suis arrivé au Vietnam dans une résidence. C'était très dépaysant et vraiment magnifique. Et j'ai voulu travailler sur... il y avait des bustes de propagande d'Ho Chi Minh de partout. Et j'ai commencé à m'en emparer, à penser une suite, une réflexion autour de ça. Et je me suis fait allumer par la censure. Et j'ai reçu un courrier à un moment qui m'a dit en termes très diplomatiques que votre projet a l'air très intéressant, mais étant donné le contexte politique actuel, merci de l'interrompre immédiatement. En bon langage diplomatique. Et j'étais très vexé en fait, et très naïf, hein, parce qu'il faut le dire, je n'étais pas suffisamment renseigné sur les possibilités d'une chose pareille. On ne touche pas à l'image d'Ho Chi Minh. Donc, je me suis retrouvé à faire, en réponse à ça, une autre sorte de biface qui singeait justement l'art optique pour dire, ben voilà, vous voulez une chose qui parle de rien, je vais vous montrer une chose qui parle de rien. Sauf que une réponse qui avait été faite, pas à ma censure, mais j'ai du coup parlé à pas mal d'artistes du coin qui avaient été censurés, et une réponse qui leur était souvent faite, c'est vous êtes ils n'emploient pas le mot censure, mais cette pièce est interdite parce que le bien et le mal ne sont pas clairement identifiés. C'était la réponse, une des raisons de ces impossibilités de montrer ces pièces. Et je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, nous, on est loin de penser à des choses comme ça. Et cette espèce de caricature manichéenne du monde comme étant bien d'un côté et mal de l'autre. En même temps, ça renvoyait ça me faisait penser à mon histoire des bifaces, ce monde coupé en deux, l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre. Et je me suis emparé de cette phrase. J'ai fait une pièce qui s'appelait « Le noir et le blanc ne sont pas clairement identifiés », qui était un titre absolument débile, mais qui était littéralement la reprise de la phrase de la censure. Et j'ai fait un biface en noir et blanc. Donc j'ai fait à l'inverse de d'habitude, je n'ai pas fait ma couleur dans la lumière, mais j'ai adapté ma lumière pour faire en sorte que le noir et le blanc se voient de la même façon à son endroit du centre. Donc là, la pointe du milieu, donc c'est deux courbes en fait, dans un grand espace. La pointe du milieu, qui est saillante, se voit comme un trou, c'est l'endroit du biface. Si vous coupez le milieu, c'est comme les autres bifaces que vous avez vus. Sauf que les courbes continuent. Et en fait, on décèle vaguement à droite que ça, c'est une couleur très foncée, ça, c'est une couleur très claire. En fait, ce demi-pan est complètement noir et ce demi-pan est complètement blanc. C'est peint au pistolet, du noir pur d'un côté et du blanc pur de l'autre. Et avec cet endroit de la rencontre, où l'éclairage fait qu'à cet endroit de la rencontre, le noir et le blanc se voient de la même façon. Ce qui est contre-intuitif. On n'a pas idée qu'on puisse faire en sorte que le noir et le blanc se voient de la même façon. Mais oui, un noir suréclairé grise et un blanc sous-éclairé grise aussi. Et donc si on s'y prend pas mal, il y a un moment où il y a un moyen de faire une rencontre entre les deux. Donc en fait, cette grande bande se voyait comme une espèce de continuum un peu infini entre le noir et le blanc.
comme si c'était un lent nuancier de la totalité du spectre, du blanc vers le noir. Donc ça venait compléter ma recherche sur les bifaces et la pousser sous ce contraste absolu que serait le noir et blanc. Et en même temps, ça venait parler de nuances. Là où j'étais arrêté sur une histoire de nuances, moi j'ai beaucoup travaillé sur le nuancier. Et d'un coup on me disait il faut faire que blanc, ou pas faire noir, ou faire que noir et pas faire blanc. Et donc ma réponse à la censure, ça a été cette pièce qui passait comme une lettre à la poste parce que complètement inoffensive, mais qui pour moi était beaucoup plus politique d'une certaine façon, en tout cas beaucoup plus... oui, peut-être on peut dire ça comme ça, en tout cas qui répondait vraiment à cette histoire de la censure, alors que mon projet initial n'était pas du tout, alors peut-être c'était naïf de ma part, mais pas du tout pensé comme une pièce qui se serait voulue gênante, en tout cas. Bon, je passe vite là-dessus. J'ai fait quelques dessins aussi à l'époque, mais je vais passer un peu vite. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo de Temps humide. Temps humide, j'avais appelé. C'est ce long temps où on croit voir un paysage de ciel se déplaçant comme ça. Et cette idée m'a été donnée à ce moment-là. Il faisait tellement chaud. Là, j'ai fait mon aplat gris à ce moment-là. Et le temps que je pose mon masque, ma combi, mon machin, il faisait une chaleur à crever. Je lève la tête et je pensais avoir fait un monochrome gris au pistolet. Je lève les yeux et je vois un espèce de... Alors, c'est pas cette image-là, mais ça s'en rapproche. C'était à ce moment-là, mais quelques instants plus tôt. Je vois une espèce de ciel nuageux, presque hyper réaliste, qui est presque une espèce de Richter, quoi, de Gerhard Richter, de ciel. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi, ce truc. Et c'était la peinture en train de sécher par endroits. Et je vous expliquais tout à l'heure que ce décalage coloré entre la face de la lumière et la face de l'ombre dans les bifaces, il faut que j'anticipe le séchage, sinon je ne tombe pas bien sur ma couleur. Donc c'est une contrainte très gênante en temps normal. Mais sur la vidéo qui va suivre cette expérience-là, c'est devenu la pièce principale, c'est devenu le protagoniste, le séchage en question. Donc l'idée, c'est là encore comment renverser les contraintes de la matière, ou les difficultés de la matière, ou oui, ces contraintes, sa grammaire, ses règles, le réel, ce retour du réel, la matière, elle impose son réel, et il faut faire avec, la déployer comme on peut, mais comment utiliser ça pour en faire un travail et pas le subir. Bon, je vais passer assez vite. Donc voilà, ça c'est le dispositif de captation vidéo du monochrome en train de sécher avec le hors-champ, là. En temps réel, donc vous l'avez compris. Ça, c'est une des expositions dans laquelle elle a été montrée dans une très grande projection. Elle était au fond. Ça, c'est un biface où j'ai repris le Vietnam et j'étais invité à l'espace de l'art concret à Montsertou. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, qui est un très très beau lieu. C'était en 2015, c'était l'année des 100 ans du Black Square de Malevich. Et elle m'avait demandé de refaire la pièce du Vietnam et j'ai dit que je ne voulais pas la refaire dans un contexte où il y aurait... Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi de refaire la pièce du Vietnam dans un contexte où il n'y avait pas la censure parce que cette pièce existait là-dessus. Mais par contre, que je voulais bien reprendre la partie centrale et pousser la question du square qui était présente un peu plus tôt. À l'espace de l'art concret, ça avait du sens. Donc c'est ce qui s'est produit là. Bon, je vais passer un peu vite là-dessus, parce que j'aimerais arriver à cette pièce-là, que j'ai présentée hier. Ça, c'est une pièce importante pour moi dans mon parcours. Quand je vous dis importante, je parle du point de vue personnel et artistiquement et affectivement. Hein, c'est pas... Je ne mets pas de jugement de valeur sur la qualité de la pièce en tant que telle. Je vous parle de ce qu'elle a compté dans mon parcours personnel et artistique. Comme le bureau l'a été, comme le premier biface l'a été, ces moments de transition en fait, où il s'agit d'être dans la recherche et
Vous avez vu que chez moi, très souvent, une pièce en entraîne une autre, une expérience en entraîne une autre. C'est rare qu'il y ait une pièce qui tombe du chapeau, comme si elle venait de nulle part. Alors, cette installation, on rentre dans cet espace où j'ai aussi posé mes propres lumières. Il y a un vidéoprojecteur qui est au milieu, qu'on identifie très clairement. Il n'est pas caché au fond d'un mur, il est là, au milieu de l'espace. Donc, il induit l'idée qu'il y a une image quelque part, peut-être même une image qui va bouger, on se demande. Et il y a cette silhouette grise, qui est une silhouette de groupe, clairement identifiée. Et en même temps, ce gris, un peu comme les bifaces, vous ne le voyez pas là, mais je peux vous le décrire. C'est un gris qui est un peu tremblotant, qui est profond, qui est lumineux, qui en même temps qui est sombre, qui est bourré de paradoxes, qui est très sensoriel. C'est pas un gris en aplat, là encore. Et donc, on est face à cette proposition, on se déplace dans cet espace. Et en général, on ne s'autorise pas à couper la projection dans une salle de cinéma, par exemple, les jambes se baissent. On ne veut pas s'autoriser à couper la projection. Mais là, ça jouait du fait que le projecteur était placé de telle manière qu'à un moment, il n'y avait pas moyen tellement de faire autrement. Et la personne qui rentrait dans le champ de la projection produisait ça. Ou ça. Là, c'est parce qu'elle a un vêtement qui elle-même est un vêtement orangé, donc il n'y a pas de couleur dans ma proposition là, mais là, la personne a une chemise un peu bleutée. Donc là, c'est un gros plan où on voit ce qui se passe dans son ombre sur le mur et ce qui se passe dans le dos de la personne qui regarde, qu'elle-même ne voit pas. Et donc on revient, on ressort on prend du recul et on retourne face à cet endroit de neutralité de la continuité grise. Bon, là encore, comme je vous dis, je regrette que l'expérience ne puisse pas se faire, puisque ces pièces-là ont été faites pour ça, hein, pour ces moments d'expérience. Mais je vais vous parler, si vous voulez bien, de ce qui a mené à cette proposition. J'ai été intéressé depuis longtemps par cette photo de famille, qui est une photo de famille de ma famille. Je suis resté d'ailleurs assez discret sur le fait que ce soit ma famille, ce n'était pas ce qui avait de plus important au moment de l'exposition, mais et j'avais cette invitation, là, c'était à la Fondation Vacances Bleues, qui sont des mécènes parmi ce qu'on appelle les mécènes du Sud, qui ont une salle d'exposition. J'étais invité en résidence et j'ai beaucoup travaillé en amont pour savoir comment j'allais m'y prendre. Mais il se trouve que quelques mois avant de faire l'exposition, quelqu'un de ma famille m'appelle en me disant « Écoute, j'ai trouvé une autre photo, qui est de la photo sur laquelle tu bosses en ce moment, enfin, où tu as envie de bosser, c'était en amont. J'avais déjà dit autour de moi que je voulais travailler sur cette photo de famille. J'ai trouvé une autre photo, c'est celle-ci. Et il me semble que c'est la même photo, mais il manque quelqu'un. C'est pas la même photo. Et vous voyez, si j'oscille de l'une à l'autre, il manque effectivement quelqu'un au milieu. Et j'étais très interpellé par cet effacement de l'image. Et je bossais là-dessus depuis un moment, la question de la présence et de l'absence, de la censure, j'en sortais en plus il n'y a pas très longtemps, de l'effacement de l'image de manière générale. Et pour moi, l'image, c'est un fantôme, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui met en présence quelque chose qui n'est pas là. Et là, d'un coup, j'avais une image qui venait me rappeler, si on avait besoin, mais qui nous rappelait à tous que l'image, c'est un fantôme, et c'est parfois même des fantômes de fantômes. Et là, quelqu'un avait dessiné à l'endroit de ce personnage une extension de l'arbre, un faux buisson, pour venir le caviarder, l'extraire, le soustraire plutôt à l'image.
comme un geste photoshopé, mais 60 ans, 70 ans avant l'invention de Photoshop. Donc c'est une photo de 1934. J'ai estimé que ce geste d'effacement avait été fait en 1937, donc avant la guerre. Ce qui n'était pas pour rien non plus dans mon envie de travailler là-dessus, parce que cette famille, une grosse partie de cette famille a disparu pendant la guerre. Et cet acte d'effacement était comme une espèce de geste de prémonition. Enfin, il y avait beaucoup de choses chargées, il y avait beaucoup de couches dans cette histoire-là pour moi. Et en même temps, d'un coup, je voyais un geste qui disait on peut dessiner non pas pour faire apparaître, mais dessiner pour effacer. Et j'ai eu envie d'interroger ce geste, de dessiner pour effacer, et ça a donné donc... ça a donné donc l'installation, dont là je vous révèle là encore des images que je montre peu en général, c'est-à-dire des images du dispositif en train de se faire. Dans la projection, je dessine au fusain, j'ai un fusain dans la main, tout est fait qu'avec ce noir du fusain. Et il s'est agi pour moi, en repartant de la photo initiale, quand je dessine par ailleurs, d'après photo par exemple, ou avec le travail qu'on a vu hier, quand on dessine d'après une photo, il y a cette idée de servir du blanc du support comme la surface de lumière et de monter les ombres. Là, j'ai voulu chercher une manière de dessiner pour effacer la projection. Si j'avais tout barbouillé de gris, ça ne l'aurait pas fait, hein. J'aurais eu la projection sur un aplat gris. Certes plus foncé, mais la projection quand même. Donc je me suis demandé comment je peux monter les blancs de la projection, tous les clairs de la projection, les monter au niveau le plus sombre de l'image. Et donc en tout point de l'image, j'ai cherché un geste très simple, neutre, pas du tout expressionniste, expressif, mais un geste très neutre, de monter les blancs de l'image jusqu'au noir le plus sombre de l'image, de manière à trouver toutes ces nuances de gris pour que tout soit au même degré. Et de fait, ça fait qu'au fur et à mesure que j'avance, ça produit ça, et plus je dessine, moins il y en a à voir. Moins il y en a à voir tant que reste la projection. Vous l'avez compris. Voilà. Et donc ça, si j'éteins la projection, ça donne ça. Ou ça donne ça. Ou si on s'approche, ça donne ça. Donc ça, c'est mon geste de dessin qui est un geste d'effacement de la projection. Alors, j'avais été dans une vie antérieure, je vous l'avais dit, j'avais fait des études de restauration, donc ça m'était arrivé de retoucher des œuvres classiques. D'une certaine manière, j'ai considéré la projection comme si c'était une œuvre fragmentaire, et comme si tout ce qui était clair dans l'image était de la lacune, et qu'il me fallait combler ces lacunes. Donc j'avais un geste neutre du restaurateur, d'une certaine manière, qui vient remplir ces lacunes. Mais en fait, en faisant ça, je construis l'empreinte de l'image. Certains pourraient appeler ça le négatif. Ce n'est pas un négatif, puisque le négatif, il ne faut pas l'oublier, ça vient en amont de l'image. Hein. C'est ce à travers quoi la lumière va passer pour produire l'image elle-même. Donc là, ce n'est pas un négatif au sens technique du terme, mais ça s'apparente à l'image d'un négatif. C'est une empreinte. Et donc, si je vous remonte le dispositif, qu'est-ce qui se passe dans cet espace? C'est un espace qui est un peu comme un espace de mémoire, ou du cerveau qui serait l'endroit de la mémoire. Bon, ça, c'est des mots que je mets dessus, mais libre à chacun de vivre cet espace comme il veut. Mais en tout cas, qu'est-ce que je propose? Je propose juste de questionner déjà cet effacement de 1937 et de rentrer dans cette image qu'on ne peut plus voir. Et quand on la voit, c'est le corps d'abord qui va définir en se déplaçant quelle partie de l'image elle cherche. Elle ne peut pas la voir entièrement. Et il y a encore là la question du manque. C'est quelque chose qui n'est pas appréhendable dans sa totalité. C'est quelque chose qui va être appréhendable que partiellement. Donc selon où on se déplace, on va pouvoir avoir accès à une partie de quelque chose de l'image
aller plus vers tel personnage ou plus vers tel autre personnage. Donc la place du corps fait le focus de l'œil. La relation du corps à l'œil m'intéresse aussi beaucoup, ce qui était déjà un peu le cas dans le bureau. Et surtout, ce qu'on voit en fait dans son ombre, qui perce ce monochrome gris, cette image manquante, ce qui perce cette image manquante, ce n'est pas l'image elle-même. L'image elle-même, l'image première, si on peut dire, elle n'est pas là, elle est dans ton dos. Tu n'y as jamais accès. Éventuellement, une tierce personne peut y avoir accès, mais toi qui rentres dans le dispositif, tu n'y as pas accès. Par contre, ce que tu vois devant toi, sur le mur, donc c'est mon dessin, vous l'avez compris, c'est des bribes de mon dessin qui lui-même est camouflé ou plutôt éclipsé par la projection. Et ce qu'on voit donc, c'est une empreinte de l'image, c'est un résidu de l'image. Et ça m'intéressait bien dans un travail sur la mémoire, que ce qu'on voit, ce n'est pas l'image, c'est un résidu, c'est quelque chose qui en reste, et qu'on voit que partiellement, qui produit forcément du manque. Comme il y avait du manque dans cette image de 1937, du fait que c'est tous des gens qui ne sont pas plus là, et comme il y avait du manque dans cet effacement qui consiste dans un geste d'une grande violence, il faut bien le dire, à effacer quelqu'un d'une image. Ça s'est vu dans la politique, ça s'est vu sur certaines photos communistes à l'époque, pour effacer des individus qu'on ne voulait plus voir représentés dans l'image. Mais dans une famille, c'est quand même d'une grande violence. Et j'avais conscience de jouer un geste d'une certaine violence en effaçant du coup la totalité de la famille par ce geste de dessin, sauf que je n'ai pas poncé la photographie pour effacer tout le monde. Je n'ai pas dissous l'image. J'ai proposé un geste d'effacement ponctuel de l'image pour mieux parler du moment de la révélation, au sens de la révélation photographique, au sens du moment de l'émergence de l'image, et pour mieux sentir cette chose-là par le surgissement parcellaire de l'image, par le corps du visiteur. Merci Jérémy, on va devoir s'arrêter pour pouvoir reprendre à temps et peut-être une ou deux questions, parce que je sais que vous avez regardé aussi son travail. Alors évidemment, ce magnifique parcours, on voit tout le cheminement, voilà, le dialogue aussi que tu engages avec les pratiques, avec les médiums, avec l'histoire de l'art et des images, c'est absolument passionnant. Même si c'est frustrant évidemment, puisque ce sont des dispositifs qui se donnent à éprouver sensiblement. Et donc il y a d'autres pièces, effectivement, on n'a pas le temps de les présenter là à présent, mais vous pouvez effectivement sur le site de Jérémy Seton, moi j'ai imprimé le dossier d'ailleurs, et c'est assez bien fait, où tes pièces sont d'une certaine manière un peu recensées avec des petites indications par rapport notamment au processus, donc ça reste effectivement moindre par rapport à la manière dont tu développes devant nous tout ce cheminement plastique. Mais bon, il faut qu'on se tienne à ces cadres horaires. Allez-y. Moi, je vais vous demander, parce que j'avais vu aussi que vous aviez, si je me souviens bien, vous aviez travaillé des bifaces, mais avec la matérialité de l'or. Oui, j'ai fait ce projet. Je l'ai fait une seule fois, évidemment. J'allais dire, comme beaucoup de mes boulots, vous avez vu que il y a des séries, à travers les bifaces, des choses comme ça, mais les pièces principales ne sont pas des pièces qui sont refaites. Parfois, je cite un geste dans une expo ultérieure, mais j'ai pas une production qui est immense en termes de quantité, parce que c'est des projets sur lesquels je passe en général du temps, et donc je ne vais pas produire 50 fois la même chose en général. Même s'il y a des choses qui se répondent, vous l'avez compris, qui reviennent. Mais pour la question de l'or, il se trouve qu'il y a une exposition qui s'appelait Or au Mucem à Marseille il y a 3 ans, et que j'ai été invité à présenter une pièce dans cette exposition.
Et le commissaire d'exposition qui connaissait un peu mon travail et travaillait sur les bifaces s'intéressait à la question de la lumière et de la couleur. J'ai parlé de lumière d'un point de vue technique, j'ai parlé de fantôme, et moi j'aime bien le terme de spectre aussi, parce que dans le spectre, il y a les deux, hein. Il y a et la lumière et le fantôme. Et selon comment sont montrées ces bifaces, effectivement, ils peuvent être perçus comme des corps absents, ou alors comme une pure abstraction optique, chacun y voit ce qu'il veut. Mais pour l'or, effectivement, c'était plus un jeu sur la couleur elle-même. Il se trouve que j'avais fait très vite fait et rapidement quand j'étais les deux années où j'ai été restaurateur officiellement avant d'arrêter complètement cette activité et en tant qu'étudiant aussi j'avais retouché un peu des feuilles d'or ou travaillé un peu de la feuille d'or et que cet élément très fort dans l'histoire de l'art m'intéressait dans sa matérialité parce que c'est une couleur très complexe et un des endroits principaux de mon travail c'est quand même la couleur. Tout ce que je fais là, je le fais parce que je cherche à voir comment rentrer dans tout ça par la couleur. Même quand c'est du noir et blanc, ça devient de la valeur avec le gris, mais c'est de la nuance en tout cas. Et la couleur de l'or, elle a ceci d'extraordinaire qu'elle n'existe pas vraiment en tant que telle. Elle existe uniquement par son reflet. Ce qui était un problème pour les bifaces, parce que comme je vous l'ai dit, je pars sur des peintures très mates, et là je m'étais donné comme défi de poser une face en feuille d'or. Peut-être que je l'ai là, hein. Je trouvais que, comme vous nous avez expliqué, que vous travaillez dans le mat, l'or c'est vraiment justement une couleur scintillante, donc une couleur, quelque chose qui reflète. Mais je l'ai mise dans l'ombre. Je l'ai mise dans l'ombre. C'est-à-dire sur cette forme-là, qui est cette espèce de creux à l'intérieur du support, mon idée, c'était de montrer qu'est-ce que ce serait que la couleur de l'or privée de tout son luisant, de tout tout ce qui l'englobe, mais aussi bien matériellement que... C'est le côté presque scatologique de l'or, hein. Excusez-moi du rapprochement, mais le revers de cette médaille-là, d'une certaine façon. Et les bifaces de l'or. Et cette exposition était bourrée de trésors, et en même temps, il y avait aussi beaucoup de possibilités de renverser la chose et d'y voir une partie plus du côté de la misère, si on peut dire, enfin, en tout cas du revers de l'or. Qu'est-ce que ce serait que le revers de l'or? Et du coup, là, il y a ma feuille d'or. Là, on est dans l'atelier. Là, il y a ma feuille d'or. Là, je cache ma feuille d'or et je cherche une couleur. Et cette couleur, c'est une espèce de marronasse verdâtre très cacadois. Et c'est la couleur qui, au fur et à mesure de monter la couleur, c'est le mieux accordé sur la couleur de l'or pour la faire disparaître. Je m'entends, la couleur de l'or dans l'ombre. Et donc, quand j'enlève mes caches et que je me remets dans mon dispositif, donc là, vous voyez, quand je passe devant la lumière, vous voyez les deux faces. À droite, on est sur de la dorure, mais privé de son brillant. Et à gauche, on est sur ma couleur scatologique. Là. Bref, et du coup, ça produit, la synthèse produit ça. Je comprends mieux. Je n'arrivais pas à comprendre simplement en regardant l'œuvre que vous n'avez que utilisé les feuilles dans un seul côté. Je pensais que vous aviez utilisé des différentes nuances de feuilles et je pensais que ça devait dû être un travail très compliqué. Non, parce que je voulais créer une extension colorée. Oui, maintenant j'ai compris.